Aujourd'hui, je t'apprends à miner avec Linux. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à miner avec Linux. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. On va pouvoir commencer. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à miner avec Linux. Alors, pourquoi je mine avec Linux et pourquoi je mine pas avec Windows? Bah, il y a beaucoup de raisons en fait. Linux, c'est facile à industrialiser. Je vais arriver à le dire. C'est dans le sens où tu peux avoir X machines avec Linux qui tourne. C'est toi qui vas contrôler les mises à jour. Il n'y a pas de licence à gérer. Tu vas pas avoir des reboots intempestifs. C'est-à-dire que quand le truc a décidé de passer sa mâche, bah, il va faire un reboot avec un maximum d'une semaine. Alors il y a des moyens qui existent de bloquer ça plus ou moins, mais ça reste compliqué. Là, nous, on est sur des machines de production. Donc ça veut dire que c'est des machines qui doivent tourner H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Tu vois, on n'a pas envie de rebooter nos bécanes parce que machin, il a décidé de faire sa mage. Non, 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 ça marche pas comme ça. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'avantages à Linux. En plus, quasiment tous les drivers qui sont déjà installés d'office. Donc, tu n'as pas à t'embêter à installer les drivers du chipset, le bidule, le machin. Tu vois, là, faire les mises à jour des drivers et des trucs comme ça. Tout est pré-packagé. Les mises à jour sont super faciles à faire. Je vais te montrer aussi comment industrialiser vraiment tout ça avec en SSH. Donc, avec une prise de contrôle à distance, pas besoin de carte graphique, pas besoin d'écran. Tu vois, c'est vraiment, il y a vraiment que des avantages. Sous Windows, tu es obligé, si tu veux faire du remote control, d'avoir une dummy, une carte graphique, une fausse carte graphique, quoi, tu vois, enfin une dummy machin truc. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de désavantages à utiliser Windows. En plus, Windows, il faut quand même dire ce qui est, gère mal la mémoire. Donc c'est quand même relativement lent Windows. Donc bon, pour faire tourner XMRig, ça va, mais quand tu dois faire tourner plus de 8 cartes graphiques, ça devient très compliqué. Il te faut un gros SSD pour gérer la mémoire virtuelle, etc. Alors que sous Linux, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je vais te montrer dans cette vidéo déjà comment installer Linux. Et puis dans une prochaine vidéo, je vais te montrer comment industrialiser le mining CPU principalement, puisque c'est lui moi que j'utilise. Donc tu sais aussi que tu peux utiliser HiveOS, mais pourquoi j'utilise pas HiveOS pour miner? Bah, c'est facile. HiveOS, à partir du moment où tu as une série 7000 par exemple sur AMD, tu as une carte graphique. Dès qu'il détecte que tu as une carte graphique, il te fait hacker. Il te fait hacker comme si c'était un rig GPU. Donc évidemment, moi je ne peux pas fonctionner comme ça, tu vois, c'est pas possible quoi. Donc moi de mon côté, je n'utilise que Ubuntu. Alors pourquoi j'utilise Ubuntu et pas Debian ou même Red Hat? Bah simplement parce que Ubuntu il prend en charge les drivers propriétaires. Donc je vais pas à m'embêter à gérer la partie driver propriétaire comme il y a sur Debian. Donc je comprends pourquoi Debian a ses propres drivers, etc. Mais moi, je veux les drivers NVIDIA, par exemple, pour miner avec des cartes graphiques, ou je veux pouvoir avoir les drivers qui ont été produits par AMD pour miner avec les CPU. Je veux que les CPU soient pris en charge totalement. Donc j'utilise Ubuntu qui lui prend en charge les drivers. Je vais te montrer pendant l'installation comment le faire. Prendre en charge les drivers propriétaires. Voilà, après, alors moi je fais du Linux depuis que j'ai commencé l'informatique quasiment. J'ai commencé avec Linux Red Hat, je crois que c'était Red Hat 2 ou 3 à l'époque. Donc tu vois, il est donné dans les magazines, tu avais les CD dans les magazines. J'étais passionné par Linux et par Unix, puisque un de mes premiers boulots en tant qu'ingénieur, c'était de bosser sur Unix SCO qui n'existe plus maintenant. Donc tu vois, je suis du sérail comme on dit, comme disent certains. C'est-à-dire que je suis né là-dedans. J'ai travaillé sur Sun Microsystems et tous les gros Unix commerciaux en règle générale, HP, etc., HP UX, etc. Donc même les IBM, j'y ai touché, j'y ai eu droit. Donc voilà, donc pour moi c'est un bonheur de travailler sur ces systèmes-là. Ils sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus
je suis beaucoup plus aguerri sur ces systèmes-là que sur Windows. Hein. Windows, c'est très bien pour le poste de travail et tout ça, mais c'est vrai que dès que tu as des opérations à faire qui sont H24, 7 jours sur 7, etc., et que tu as besoin véritablement de performance, faut prendre Linux ou Unix. Hein. Internet fonctionne hein, sous Linux et sous Unix. Hein. Des fois, c'est des versions un peu bidouillées, modifiées, comme on a sur Cisco, hein, mais ça reste de l'Unix. Hein, donc derrière, hein, tu vois, un bon entendeur. Hein, j'aime beaucoup Windows, hein, c'est très bien, mais bon, c'est vrai que quand tu vois Bill Gates maintenant ce qu'il fait, tu te dis, est-ce que je dois vraiment rester sous Windows partout? Même pour le poste de travail, tu vois, des fois, j'aimerais bien basculer sous Linux, mais malheureusement, j'ai des logiciels que j'utilise qui ne sont pas compatibles, enfin, qui n'ont pas été développés pour Linux. Donc ça, c'est un truc qui m'embête vraiment, mais bon, c'est comme ça. Donc on va arrêter de blablater. Hein, je vais te montrer comment installer Linux. Donc déjà, la première chose qu'il te faut, c'est une clé USB. Hein, donc trouve-toi une clé USB. Tu vois, moi, j'en ai une ici. Toc, ça c'est ma clé USB, tu vois. Donc c'est une clé de 32 Go, elle est assez ancienne, hein, mais elle est compatible USB 3. Tu sais qu'elle est USB 3 parce qu'à l'intérieur c'est bleu. Hein, le truc à l'intérieur est bleu, hein, tu as plusieurs couleurs. Hein, donc je ne vais pas t'expliquer dans cette vidéo l'USB, hein, mais quand c'est bleu c'est bon. Hein, si c'est noir ou d'une autre couleur, bah pose-toi des questions, à moins que tu l'aies acheté expressément et que c'était marqué que c'était une clé telle machin. Hein. Mais normalement, ça doit être bleu, hein, s'il respecte les codes couleurs. Pour l'USB 3 en tout cas. Donc la première chose, c'est de te rendre sur le site d'Ubuntu. Hein, et donc nous, on va télécharger une Ubuntu, l'Ubuntu normale, desktop. Pas besoin de prendre la serveur ou un truc comme ça, hein, ça sert à rien. Hein, on veut la desktop normale. Hein, donc tu vas dans Download ici et tu vas sur Desktop. Hein. Donc on va prendre la LTS. LTS, ça veut dire Long Term Services. Donc ça veut dire que tu as deux versions d'Ubuntu. Tu as la 23. Hein. Donc celle-ci, les mises à jour s'arrêteront quand la 24 va sortir. Hein. Ou peu après. Hein. Je sais pas trop combien de temps ils supportent les versions. Hein, Legacy comme ça. Mais moi je prends la LTS parce que tu es sûr d'avoir 4 ans de maintenance dessus. Hein, donc ça c'est quand même bien pratique. Et puis il y a toutes sortes de choses qui sont bien mises à jour. Donc pour moi c'est la version to go. Hein, donc celle-là tu vois 2204 LTS, tu cliques sur Download ici. Hein, et tu cliques sur Download Now. Voilà, donc là il va te lancer le téléchargement. Pendant que ça DL, hein, je vais brancher la clé USB sur l'ordinateur. Et nous on va aller sur Rufus. Rufus.io. Alors, tiens, il me le trouve pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est pas .io, c'est .ie. Bon, voilà. Donc c'est rufus.ie. Bah tu vois, j'apprends un truc. Bon, d'habitude je passe par la recherche. Donc Rufus, qu'est-ce que c'est? C'est un truc pour créer des clés USB bootables. Hein. Et celui-ci fonctionne bien. Hein. Il y en a d'autres qui existent, qui fonctionnent moins bien, je trouve. Rufus, c'est celui que j'utilise et qui fonctionne le mieux. Hein. Donc je te conseille vraiment de prendre Rufus. Après, bon, tu fais comme tu veux. Hein. Donc tu vas dans téléchargement et tu prends la version portable ici. Hein. Donc c'est la version 4.4 portable. Donc moi, normalement, je l'ai déjà. Tu peux voir. Hop, si je vais dans Data, Tools, ici, hop, je dois l'avoir déjà. Rufus 4.3. Ah bah tu vois, j'ai pas la dernière. Donc je vais le lancer. Il va me dire qu'il veut une mise à jour, peut-être. Non? Qu'est-ce qu'il me dit? Tu veux la mage ou tu veux pas la mage? Bon, je vais télécharger la dernière version, moi aussi. Je vais faire comme toi. Toc, je la télécharge. Tu vois, il va me dire peut-être que... Ah bah non, c'est bon. C'est bon. Donc là, je vais la mettre dans mon répertoire de data. Tu vois, ici, Tools. Toc, tu vois, j'ai un répertoire où je mets mes outils. Hein, et je les mets à jour, tout ça. Voilà. Donc là, on va le lancer. Alors, première chose, j'insère ma clé USB. Voilà, tu as entendu le teasing, peut-être. Hein. Donc, tu vois, là, il me dit que j'ai une version d'Ubuntu d'installer. Donc, il me détecte un périphérique, hein, ici. Ce monsieur a fini le téléchargement. Hein. Donc là, tu vois, ici, j'ai Ubuntu 22, LTS, etc. Donc, ma cible, hein, c'est ce petit ordinateur-là.
hein, qui va me servir à faire toutes sortes de trucs sur mon réseau. Mais voilà, je te montre comment l'installer. Tu peux l'utiliser après pour miner. Je vais te faire voir après sur mes machines de minage comment il est configuré, hein, et comment je l'ai paramétré pour avoir un minage le plus efficace possible, hein. Donc là, une fois qu'on a notre image, on clique sur sélection ici. Donc tu vas là où tu l'as téléchargé, hein. Donc moi j'ai un répertoire, tu vois, où je mets tous mes trucs. Hop, donc là tu le sélectionnes, tu vois, truc bidule ISO, hein, c'est un fichier ISO, hein. Voilà, et une fois que tu as fait ça, tu touches à rien d'autre, tu cliques sur démarrer. Il va te dire écriture en mode ISO recommandé, oui, hein, donc tu fais OK. Il te dit tout va être delete, tu fais OK. Et puis c'est parti, hein. Donc là, on va le laisser terminer, hein. Alors il peut t'ouvrir des trucs, hein, tu as juste à les fermer. Donc on va le laisser terminer. Et puis je te reprends après. Donc comme tu as pu le voir, hein, j'ai tout branché, j'ai mis la clé et puis j'ai démarré. Donc voilà, quand tu démarres et que tu appuies sur Supre, que tu appuies sur le truc pour choisir le boot, hein, tu as ça qui apparaît. Donc nous, on va faire Try or Install avec mon super accent Ubuntu. Donc on y va. Tu as vu, j'ai une super carte de capture. De capture, donc je peux capturer la sortie vidéo de ce petit PC. Du coup, voilà, ça te permet de voir exactement tout ce qui se passe lors de l'installation. Donc ça va être quand même un peu plus pratique. Donc là, tu vois, on a l'écran de démarrage qui apparaît. Donc grosso modo, qu'est-ce qui se passe là? Il va démarrer une version de Ubuntu prépackagée. C'est une image, hein, de Ubuntu qui est déjà prête à démarrer. Donc il va la démarrer et c'est grâce à cette image qu'on va pouvoir faire une installation en mode graphique. Donc ça c'est quand même très pratique. Alors ça te permet d'essayer Ubuntu ou alors simplement de l'installer, hein. Et là c'est ce qu'on va faire nous aujourd'hui, hein. On va l'installer. Alors donc ici en langage, donc je te conseille moi de garder l'anglais, hein. Je te conseille de garder l'anglais. Tu vois, j'ai même la souris, hein. C'est vraiment top. Je te conseille de garder l'anglais et le clavier par contre tu le mettras en français, hein. Mais le langage du système, conserve-le en anglais. Ici le clavier, donc nous on est le clavier français, donc tu choisis French ici, hein. Vérifie que les touches marchent bien, le et, tu vois par exemple, hein. Donc ça c'est bon, donc on fait continuer. Alors là il te propose une installation normale, une installation minimale. Donc c'est ce qu'on va faire nous, une installation minimale. On n'a pas besoin de tout ce qui veut nous installer, c'est-à-dire Office et tous les logiciels de jeu, etc. On n'en a pas besoin. Et on va cocher aussi ça, Install Third Party Software, hein, pour tout ce qui est Wi-Fi, etc., etc. Et puis on va faire continuer. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'il a? Il te propose plusieurs choix. Donc nous, on va prendre le premier, efface. Parce qu'on a déjà un Ubuntu d'installer qui est une version 20. Parce qu'anciennement, ça c'est un de mes nodes de flux que je n'ai plus, hein. Donc on va choisir d'effacer Ubuntu, hein, et puis d'installer donc la nouvelle version, hein. On fait ça, install now. Voilà, il te prévient qu'il va tout effacer, etc. Et qu'il va mettre la nouvelle version. Donc on fait continuer. Voilà. Ici tu choisis donc évidemment Paris, hein, c'est plus sympa. Alors là voilà, on arrive ici. Donc ton nom. Donc moi je vais l'appeler, celui-là je vais l'appeler web 01 parce que je veux avoir un petit serveur web pour faire des tests chez moi, hein, mais toi tu peux l'appeler worker 1 par exemple ou des trucs comme ça. Ah bah attends, non, your name, donc moi c'est Nicolas. Voilà, ça c'est le compte en fait, hein. Ici c'est le nom de l'ordinateur, donc je vais l'appeler web 01 parce que c'est, voilà, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ici tu mets ton mot de passe. Voilà, et après tu fais, tu choisis ça, hein, require my login, my password to login, hein, et tu fais continuer, hein. Donc là on n'a pas d'Active Directory, des choses comme ça. Donc l'installation là, elle est quasiment terminée en fait, hein. Alors quand tu as du Wi-Fi, tu as une phase avec le Wi-Fi. Moi je n'ai pas de Wi-Fi, hein, je suis en RJ45 comme tu as pu le voir, hein, donc je n'ai pas besoin de paramétrer un Wi-Fi. Donc là on va laisser tourner, hein, il va redémarrer je pense après, et puis ma foi c'est tout.
Donc tu vois là c'est bon normalement, donc là il a terminé l'installation, donc maintenant on va cliquer sur Restart Now. Il va falloir enlever la clé et après appuyer sur la touche Entrée, donc je vais le faire. Donc on se retrouve après le premier boot, hein. Donc là c'est la première fois que je lance l'ordinateur, donc je vais te montrer maintenant quoi faire pour configurer correctement ta machine. La première chose c'est de désactiver IPv6, donc tu cliques en haut là et tu vas dans Wired là, le truc pour le câble réseau, hein, ou même pour ton Wi-Fi c'est pareil, tu cliques sur Settings ici, hein, et il va t'ouvrir ce truc, hein. Donc là tu cliques sur la petite roue dentée qui est là, hein, et tu vas dans IPv6 et tu cliques sur Disable. Pourquoi il faut désactiver IPv6? Parce que IPv6 par définition c'est une faille de sécurité, hein, chez toi. Ça permet d'accéder directement à ta machine puisque les machines sont en direct normalement sur le réseau. Donc alors ça dépend de ton provider, hein. Chez Free par exemple tout le monde est en IPv6, hein, même s'il fait de l'IPv4 par dessus, hein. Donc ça veut dire que toutes tes machines sont accessibles depuis l'extérieur directement à l'intérieur de ton réseau. Donc évidemment c'est vraiment très mauvais, hein, donc faut surtout pas laisser ça traîner. Donc tu désactives immédiatement IPv6, hein, voilà. On va mettre ça quand même en noir, hein, parce que c'est moche en blanc, hein, voilà, en noir c'est mieux. Ah, ça va mieux comme ça. Donc ensuite on va ouvrir la console, toc, terminal comme ça. Et on va passer en utilisateur root, c'est-à-dire un utilisateur qui a tous les droits sur le système. Hein, donc là je vais taper mon mot de passe. Toc, voilà. Et là on va faire la mise à jour, apt update. Toc, on va le laisser, je vais te mettre ça en plus grand pour que tu puisses bien voir. Toc, donc là il va télécharger les derniers paquets et tu vois il me dit il y en a 162 à mettre à jour. Donc là je vais faire apt upgrade, je vais faire -y comme ça pour lui dire de passer toutes les mises à jour, hein, lui dire oui à toutes les questions. Donc là c'est parti, hein, donc là maintenant on va le laisser tourner. Voilà, on a fini les mises à jour, tout va bien, tu vois, il n'y a pas besoin de redémarrer ni rien. Hein, donc là maintenant on va finir d'installer les paquets dont on a besoin, hein. Donc on va d'abord installer Screen, donc on fait apt install Screen, on va installer Git parce qu'on va en avoir besoin à un moment donné ou à un autre. On va installer aussi Btop. Alors Btop c'est un truc qui te permet de voir l'utilisation du système, hein. C'est un peu comme Htop mais en un peu plus évolué. Voilà, normalement on a à peu près tout ce qu'il faut là. On va aussi installer XRDP. Alors je vais te montrer juste après ce que c'est, hein. XRDP, ça te permet de prendre le contrôle à distance de ton ordinateur de façon graphique, hein. On va installer OpenSSH. Alors attends que je l'écrive bien, OpenSSH-serveur, hein, parce que ça va nous permettre de prendre le contrôle à distance depuis la console, hein, et c'est avec ça qu'on va pouvoir industrialiser la prise de contrôle de nos ordinateurs, hein. C'est ce qui va nous permettre de faire ça tranquillement de loin. Donc une fois qu'on a fini de taper notre ligne de ouf là, t'inquiète pas, c'est pas très compliqué, hein. Tu as vu, tu fais apt, ensuite espace install pour dire que tu veux installer des trucs. Et puis après, tu tapes les noms des programmes que tu veux installer et c'est tout, hein. Et après, tu lances, hein. Tu lances et puis c'est tout, hein. C'est terminé, hein. C'est très rapide. XRDP, tu verras, je vais te montrer après, quand on repasse sur mon ordinateur, je vais te montrer après, tu vois, c'est très simple, hein. Voilà, là, on a terminé, hein. Donc, à part mettre ton adresse IP, par exemple, si tu veux une adresse IP fixe, c'est tout ce qu'il fallait faire pour paramétrer ta machine, hein. Donc, moi, je fais pas autre chose, hein. Là, la machine, elle est prête. Alors si jamais tu as besoin d'installer des pilotes graphiques ou des trucs comme ça, je vais te faire voir où ça se trouve. Attends, je vais faire close, voilà, je vais te faire voir où ça se trouve. Donc tu vas dans ici là, toc, et quand tu as une carte Nvidia, tu vas dans Additional Driver, tu vois ici, je sais pas si tu as bien vu, ici, Additional Driver, toc, ici, et tu as ici les drivers additionnels qui peuvent apparaître. Je l'ai lancé plusieurs fois. Hein, donc par exemple ça peut être les drivers Nvidia ou d'autres trucs que tu peux avoir. Là en l'occurrence il n'y a rien de spécial qui est en cours d'utilisation. Voilà, écoute, je vais repasser sur l'ordinateur et je vais te montrer maintenant comment on contrôle tout ça à distance.